Alors, voici la deuxième partie de ce chapitre numéro 2 sur les lois générales de l'électricité. Chapitre numéro 2 qui traite des résistances. Donc, ce chapitre 2 a déjà eu une première partie où j'ai traité de la loi d'Ohm. On va passer vite fait dessus pour faire une petite révision. Puis ensuite, maintenant, on va voir comment on peut utiliser la loi d'Ohm et la formule de puissance pour trouver de nouvelles formules qui vont nous permettre de faire de nouveaux calculs sur des circuits électriques. Et en même temps, on va aussi faire encore un exercice différent sur la loi d'Ohm. Donc on reprend les lois générales de l'électricité, chapitre 2, donc les résistances. La loi d'Ohm, sa définition, c'est que la tension U aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Dit plus simplement, ça veut simplement dire que U égale R fois I. C'est la loi d'Ohm, c'est la loi qui est la plus utilisée en électronique. Cette loi s'applique toujours aux bornes d'un dipôle ou de plusieurs éléments, de plusieurs dipôles, sachant que cette loi d'Ohm, elle est en général mise sur une résistance, et donc du coup, elle suit la convention récepteur, c'est-à-dire le courant I inversé à la flèche de tension U. Et donc les unités, c'est volt, ohm et ampère. Sachant qu'un ohm, c'est une valeur très petite, on a donc des multiples, kilo-ohm, mégo-ohm. Et donc, flèche opposée. On a vu que ça venait de Monsieur Ohm, physicien allemand. Et ensuite, on a vu quelques exercices. On ne va pas les refaire dans leur intégralité, mais simplement, on peut repérer les différents changements qu'on peut faire sur la formule de la loi d'Ohm, qui à la base est U égale R fois I. Et on peut la transformer en R égale U sur I. Ensuite, le reste, c'est conversion arrondie. Donc là, sur cette question-là, on n'avait pas besoin de la changer. Ici, quand on cherche le courant I, c'est égal à U sur R. Donc là, pareil. R égale U sur I. U égale R fois I. Tous ces exercices sont développés dans la première partie, dans la première partie de la première vidéo, pardon, du chapitre numéro 2, si vous voulez revoir ces exercices. Dans un deuxième exercice, on a mis deux résistances en dérivation. Ces deux résistances sont traversées par un courant I qui se sépare en deux, courant I1 et I2. Et en faisant des calculs là-dedans, on peut retrouver la valeur du courant I, puis en déduire la valeur du courant, enfin I1, I2, pardon, et en déduire la valeur du courant I en faisant une petite loi des nœuds. Ensuite, on a vu comment on pouvait faire avec deux résistances montées en série. Et donc là, cette fois, c'est une occasion de faire à la fois de la loi d'Ohm et de la loi d'émail. Donc première partie, on fait la loi d'Ohm sur R1, ça nous permet d'obtenir U1. Deuxième question, on fait la loi d'Ohm sur R2 qui nous permet d'obtenir U2. Et ensuite, avec une loi d'émail, on peut retrouver la valeur de U. Voilà, avec les conversions qui vont bien sur les millivolts. Et donc on en arrive maintenant au grand 2, donc c'est la partie qui va être développée dans cette vidéo. La puissance dissipée en chaleur. C'est-à-dire que la loi d'Ohm, elle nous permet de calculer soit une tension, soit une résistance, soit une intensité. Et si maintenant on a dans un problème ou dans un montage, si on connaît maintenant la puissance, on va pouvoir mélanger à la fois les formules de puissance et la loi d'Ohm afin d'obtenir des formules qui vont nous permettre, par exemple, de calculer la tension quand on connaît la puissance et la résistance. Ou inversement, calculer la résistance quand on connaît la puissance et l'intensité, par exemple. Donc on va voir comment ça se passe. Donc la chose importante à savoir par rapport aux dipôles résistifs, aux résistances, c'est que l'intégralité de la puissance électrique est dissipée, perdue, on dit, en chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors on peut avoir une puissance qui peut être absorbée par un récepteur, mais qui ne sera pas transformée en chaleur. Par exemple, quand on vient charger une batterie. Si on charge une batterie, j'ai une partie de la puissance qui va être transformée en énergie chimique, qui va être accumulée dans la batterie, puis une partie aussi qui va être perdue en chaleur, parce que la batterie va chauffer au moment où on la charge. Mais donc, du coup, la puissance, elle n'est pas forcément intégralement
transformer en chaleur quand on est sur d'autres formes de dipôles, sur des transistors. On va pouvoir transformer ça en puissance de calcul. On peut aussi transformer en énergie mécanique quand on est sur un moteur. Et donc quand on est sur une résistance, là, c'est intégralement transformé en chaleur. Et donc la formule de puissance qu'on avait déjà vue lors d'une précédente vidéo, c'est P égale U fois I, puis P puissance en watts. U, c'est la tension en volts, et I, c'est l'intensité en ampères. Voilà. Donc maintenant, on a cette formule qui dit P égale U fois I. On connaît la formule de la loi d'Ohm qui dit U égale R fois I. Peut-être qu'on peut mélanger les deux et obtenir une formule, on va dire, hybride. Donc si on sait que U égale R fois I, ça c'est la loi d'Ohm. Et on sait aussi, par la formule de puissance, que P égale U fois I. Qu'est-ce qui se passerait si on remplace U par sa valeur selon la loi d'Ohm? C'est-à-dire, à la place d'écrire U dans la formule de puissance, je vais écrire R fois I, parce que je sais que U, c'est la même chose que R fois I selon la loi d'Ohm. Donc plutôt que d'écrire U ici, je vais écrire R fois I. Du coup, ça va me donner P égale R fois I, qui remplace le U, fois I, qui était déjà là à cause de la formule de puissance. Donc, P égale R fois I fois I. Et donc là, j'obtiens une autre formule. Si je simplifie, ce fois I, finalement, ça revient à faire I au carré, finalement. Donc si je connais la résistance et que je connais l'intensité, je peux calculer la puissance, sans forcément avoir besoin de connaître la tension. Donc avec cette formule, P égale R fois I carré, je peux trouver plus facilement les valeurs quand je ne connais pas la tension. Mais, alors là, on vient de remplacer le U dans la formule, on pourrait aussi remplacer le I. Donc on peut faire la même chose en calculant I dans la loi d'Ohm. Donc on sait que U égale R fois I, donc on peut en déduire que I égale U sur R. Alors je rappelle comment on fait. Si je veux isoler I, pour mettre sous la forme I égale, ça veut dire qu'il faut que j'envoie de l'autre côté l'élément qui est, de l'autre côté du égal, l'élément qui est à côté de lui. L'élément qui est à côté de lui, c'est le R, et l'opération qui les lie, c'est une multiplication. Donc quand je vais passer le R de l'autre côté de l'égalité, il va se retrouver sur une opération inverse à la multiplication, c'est-à-dire une division. C'est pour ça que quand R change de côté, il va se retrouver en dessous du U. Donc U divisé par R. Et donc, je réécris la formule dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire U divisé par R égale I, j'écris I égale U sur R pour que ma formule soit dans le bon sens. Donc voilà, j'ai isolé I. Maintenant, je vais essayer de mettre la valeur U sur R à la place du I dans la formule P égale U fois I. C'est-à-dire que je vais faire P égale U fois U sur R. P égale U fois le U sur R qui vient du I qu'il y avait avant sur la formule de puissance. Et donc là, je me retrouve avec une autre formule. U multiplié par U, c'est U au carré. Mais cette fois, U au carré va être divisé par R. Donc P égale U au carré sur R. Et j'ai ressorti une autre formule. Alors, moi, je la mets en rouge. Il est bon de la connaître par cœur, mais vous voyez qu'on peut les retrouver très facilement. Et donc, finalement, à quoi ça sert d'avoir tout ça? Là, c'est pareil. J'ai un montage, je ne connais pas l'intensité, par contre, je connais les valeurs de tension et de résistance, donc je peux en déduire la puissance. Donc je peux faire des calculs là-dedans, et je peux même les inverser. Alors on va faire un deuxième exemple d'exercice sur la loi d'Ohm, d'application. Alors, premier exercice, j'ai un circuit où, cette fois, je vais mélanger des résistances qui seront montées en série avec des résistances montées en dérivation. Donc j'ai mis des couleurs particulières, en rouge les tensions, en vert les courants, les intensités, et puis en noir les autres éléments qui sont les points du circuit, point A, point B, point M, et puis les résistances R1, R2 et R3. J'ai donc une source de tension ici, et cette source de tension me fournit une tension U. U que je connais, parce que c'est donné dans l'énoncé, je sais que ça fait 12 volts. Je connais également la valeur de R1, je connais également la valeur de R3 et I1, mais certain nombre de données que je ne connais pas.
la première donnée que je ne connais pas, c'est UAB. Donc, il va falloir qu'on trouve, dans un premier temps, UAB. Comment faire? Alors, on pourrait se dire, tiens, bah, UAB, c'est facile, il suffit de faire une loi d'émail autour du circuit. Donc, du coup, bah, je pourrais faire UAB moins U plus UBM égale 0. Le problème, c'est que je ne connais pas UBM. Ça veut dire que dans ma loi d'émail, si j'essaye de la faire autour du circuit, j'ai deux inconnus. Ce qui va être impossible, ce qui va rendre impossible mon calcul. Donc il faut que je trouve une autre méthode. Et donc la méthode la plus adaptée dans notre cas, c'est d'essayer de faire une loi d'Ohm sur la résistance R1. Alors, si je fais une loi d'Ohm sur R1, il faut que pour avoir UAB, il faut que je connaisse la valeur de R1, mais aussi la valeur du courant qui traverse cette résistance, donc en l'occurrence I1. Il se trouve que je connais R1 et I1 dans l'énoncé, donc je vais pouvoir calculer UAB. J'utilise donc la loi d'Ohm qui dit U égale R fois I, sauf que je l'adapte, parce que des U j'en ai plusieurs, des I j'en ai plusieurs, des R aussi. Donc il va falloir que je donne le bon nom, la bonne dénomination, le bon repère des différents éléments. Donc le U qui nous concerne, la tension, c'est UAB. La résistance soumise à UAB, c'est R1. Et le courant qui traverse R1, c'est I1. Et bien là, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, sans oublier de faire la conversion. Donc 1 kΩ, ça me donnera 1000 ohms, et I1, 9,75 mA. Je mettrai ça en puissance de 10, donc milli fois 10 puissance moins 3. Donc UAB égale 1000 fois 9,75 fois 10 moins 3. Alors, multiplié par 1000 et multiplié par 10 moins 3, ça revient à éliminer ces deux éléments. Et donc, il ne me reste plus que le 9,75, donc j'ai 9,75 volts sur la résistance R1. Ensuite, je vais pouvoir en déduire UBM. Et là, cette fois, ma loi d'émail, que je peux essayer de faire dans la maille ABM, là, ben elle va fonctionner. Parce que je connais UAB, je connais U, et UBM restera ma seule inconnue. Donc, ben, conseil que je donnais dans les autres vidéos pour faire une loi d'émail, on part de la tension qu'on cherche, UBM, et ensuite je fais le tour du circuit. Si je passe dans le même sens que la tension, je mets un plus. Si je passe dans le sens inverse, je mets un moins. Et une fois que j'ai fait le tour, j'écris égal 0. Donc c'est ce que je vais faire ici. UBM plus UAB moins U égale 0. UBM plus UAB moins U égale 0. Ensuite, ben, j'envoie UAB de l'autre côté, j'envoie U de l'autre côté, donc le UAB devient un moins, le U devient plus, donc U moins UAB, donc ça veut dire 12 moins 9,75. Et il reste 2,25 volts. Et donc j'ai trouvé UBM. Qu'est-ce qu'il me demande d'autre? Il me demande d'en déduire la valeur du courant I3. Là c'est pareil, pour avoir un courant, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise une loi des nœuds, soit j'utilise une loi d'Ohm. Pour utiliser une loi des nœuds, bah, il faudrait que je connaisse la valeur du courant I2. Parce que du coup, bah, je pourrais utiliser I1, I2, I3 au nœud B et en déduire I3. Sauf que j'ai pas I2. Donc la loi des nœuds ne fonctionnera pas. Il me reste la loi d'Ohm. Alors là, attention, le courant I3, celui qu'on cherche, il passe à travers quelle résistance? Là, si on le suit, on voit qu'il passe à travers R3. Donc il faudrait que je connaisse la valeur de R3. Bon, très bien, je l'ai dans l'énoncé. Mais il faudrait que je connaisse également la tension qu'il y a aux bornes de R3. Et là, bah, elle n'est pas clairement dessinée. Par contre, on peut se dire une chose. On peut se dire que le point qui est sur la partie supérieure de la résistance, finalement, si je suis le fil, c'est le point B. Le point qui est sur la partie inférieure de la résistance, si je suis le fil, c'est le point M. Donc finalement, la tension qui est aux bornes de la résistance R3, si je lui donne un nom, bah, elle s'appellera UBM. Et donc je l'ai. C'est la même que celle qui est sur R2. C'est le UBM que j'ai calculé tout à l'heure avec ma loi d'émail. Ce qui veut dire que finalement j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la valeur du courant I3 en utilisant la loi d'Ohm. Donc loi d'Ohm pour calculer un courant, c'est I égale U sur R. Sauf que je vais l'adapter à mon calcul. Donc I égale U sur R, le I en question c'est I3, le U qui est aux bornes de R3 c'est UBM, et la résistance c'est R3. UBM je l'ai calculé à la question d'avant à 2,25 volts, R3 n'a pas besoin d'être converti puisqu'il est déjà donné en ohms, l'unité de base,
Donc 2,25 divisé par 390. Si je tape ça à la calculette, ça me donne 0,005769 ampères, parce que c'est un I que je calcule et que la loi d'Ohm me donne toujours l'unité de base. Donc je vais utiliser un sous-multiple adapté. Le sous-multiple le plus adapté, c'est le milliampère, donc je vais opérer un décalage de virgule de 3 crans. Donc 1, 2, 3. Ça me donne 5,769. Et là-dessus, je vais encore faire mon arrondi à 3 chiffres significatifs, comme j'ai montré dans les autres vidéos. C'est-à-dire que je vais prendre les 3 premiers chiffres qui ne sont pas des zéros. Donc je garde le 5, je garde le 7, je garde le 6. Mais attention, après le 6, c'est un 9, donc le 6 sera arrondi au supérieur. Et c'est pour ça que ça me donne 5,77 mA. 4. On va calculer le courant I2. Alors maintenant, je peux faire une loi des nœuds au nœud B. Je connais I1, je viens de calculer I3, je cherche I2. Donc j'ai mes 3 courants et un seul qui est inconnu. Je peux faire une loi des nœuds. La loi des nœuds, je rappelle ce qu'elle dit. Elle dit, à un nœud, l'addition de tous les courants qui entrent doit être égale à l'addition de tous les courants qui sortent. Le seul courant qui entre dans mon nœud B, c'est I1, et les deux qui sortent, c'est I2 et I3. Donc j'ai le droit de dire, loi des nœuds, I1 égale I2 plus I3. Voilà. Celui-là il rentre, les deux la sortent. I1 égale I2 plus I3. Sauf que moi, celui que je veux, c'est I2. Donc je vais essayer de l'isoler tout seul de son côté du égal, et donc je vais éjecter mon I3 de l'autre côté de l'égalité. Il est en plus I3, il deviendra moins en passant de l'autre côté. Donc ça me donnera I1 moins I3 égale I2. Ce que j'écris dans le bon sens directement, I2 égale I1 moins I3. Je les connais tous les deux. I1 il fait 9,75 mA, I3 fait 5,77. Je mets tout ça en puissance de 10 parce qu'il faut toujours s'habituer à faire les calculs sur l'unité de base. Et donc ça me donne 3,98 mA. Et voilà, j'ai trouvé donc cette valeur qui me manquait. Maintenant, on va essayer d'en déduire la valeur de R2, qu'on ne connaît pas non plus. Combien d'ohms, quelle est la valeur de cette résistance R2? Ce n'est pas donné dans l'énoncé. Bon, là, pour calculer une résistance, j'ai pas trop de choix au niveau de la formule. Loi des mailles, loi des nœuds, tout ça, c'est des différences de potentiel ou des courants. Là, je suis obligé de faire une loi d'ohm. Et je vais faire la loi d'ohm sur R2. Ce qu'il me faut, pour pouvoir obtenir ça, il me faut la tension aux bornes, UBM, que je connais puisque je l'ai calculé tout à l'heure, et il me faut également la valeur du courant qui passe à travers R2, I2, que je viens de calculer à l'instant. Donc, j'ai ces deux valeurs, je vais pouvoir transformer la loi d'Ohm, U égale R fois I, mais pour la mettre sous forme R égale. Et donc là, ça va me donner R égale U divisé par I. U égale R fois I, ça veut dire que j'ai passé le I de l'autre côté, il devient divisé. Donc R égale U sur I. Sauf que quel R c'est? C'est R2, celui qu'on cherche. Quel U c'est? C'est le U qui est aux bornes de R2, donc UBM. Et quel I c'est? C'est le I qui passe à travers R2, donc c'est I2. Ces deux valeurs UBM et I2, je viens de les calculer dans ce même exercice, donc 2,25 volts, pas besoin de le convertir. Et mon I2 a 3,98 mA, je remplace milliampères par x 10 puissance moins 3. Je tape ça sur la calculette, elle me dit 565,32 ohms. Là pareil, je vais faire un bel arrondi à 3 chiffres significatifs, donc je garde le 5, je garde le 6, je garde le 5, après c'est 32, donc je vais arrondir à 0, donc 565 ohms pour la valeur de R2. Et on va en rester là pour la vidéo d'aujourd'hui, elle est un petit peu plus courte, et on va se garder pour la prochaine les calculs sur les groupements de résistance en série et en parallèle, et on parlera aussi du pont diviseur de tension. Voilà, je vous remercie, et à bientôt.